Bonsoir à tous. J'espère que vous nous entendez. Juste avant de commencer, vous pouvez nous dire peut-être de quel pays vous nous suivez déjà. Bienvenue à ce cycle de conférences. Écouter, discuter, surtout débattre sans se battre. C'est ce que propose la Fondation de l'innovation pour la démocratie toutes les 2 semaines jusqu'au mois d'octobre de l'année à travers son cycle de conférences. Pour rappel, la Fondation est une organisation panafricaine qui a pour ambition de faire émerger de nouveaux modèles de démocratie qui sont inscrits dans l'histoire, les cultures et les territoires africains. Pour cela, elle se base sur des partis pris, l'intelligence collective, l'implication des jeunes, des femmes et des diasporas, la recherche autour des savoirs et des pratiques endogènes, le réarmement de la pensée, chantier auquel contribue ce cycle de conférences. Bienvenue. Aujourd'hui, c'est depuis la Côte d'Ivoire où la Fondation a installé ses micros pendant 1h30 que nous allons réfléchir sur le sujet des vies sans possibilité de parole et en présence de la professeure Fatima Doumbia. Je m'appelle Guy-Franck Cédric-Dely, je suis chargé de projet à la Fondation. Ce soir, mon rôle est purement technique, assurer le bon déroulement de cette conférence. À la modération, Aïssata Diallo, diplômée de master en relations internationales de l'Université Jean Moulin, assistant de programme par ailleurs au Labo Ouest Méditerranée de la Fondation. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon moment. Avant de nous retrouver tout à l'heure pour la séance des échanges, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à nous dire depuis quel pays vous nous suivez. See you, je passe la parole à Aïssata Diallo, dans lequel elle pourra dérouler la carte blanche adressée au professeur Fatima Doumbia. Merci et bonne conférence. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour cette 3e conférence qui s'implante dans le cycle de conférences en ligne donné par la Fondation de l'Innovation pour la démocratie. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Aïssata Diallo et je suis assistante de programme pour le laboratoire Ouest Méditerranéen de la Fondation de l'Innovation pour la démocratie. J'aurai le plaisir aujourd'hui de modérer la conférence. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir le professeur Fatima Doumbia pour une discussion autour de la thématique des vies sans possibilité de parole. Professeur Doumbia, vous êtes maîtresse de conférences en philosophie à l'université Félix Houphouët-Boigny, ici même à Abidjan, ancienne étudiante de l'université Toulouse Le Mirail et l'université Aix-Marseille. Vos recherches portent sur Karl Marx et plus largement sur la philosophie sociale en Afrique. Vous avez notamment dirigé l'ouvrage collectif Lecture de Voilà pourquoi, contes de Bamoro Traoré, de Kong, de Yacouba Konaté, paru à Abidjan aux éditions Serap en 2023. Au sein de cet ouvrage, vous avez publié Douka, La vieille et les autres sur l'ingratitude. Vous avez aussi, entre autres, publié Art et vie dominée à Ouagadougou dans le cahier philosophique d'Afrique en 2024, ou encore Des médiocres, des haineux et autres zéros sur le mépris social en Afrique, dans Apprendre à être humain, Diogène de 2020. Vous disposez de nombreuses casquettes, puisque vous êtes aussi fondatrice et présidente de l'association internationale et pluridisciplinaire Le Cercle de réflexion autour de Marx, qui organise des rencontres. D'ailleurs, les deuxièmes rencontres sont prévues à Abidjan en novembre 2026. Le rendez-vous est pris. Dans vos travaux, vous vous intéressez aux questions sociales dans les relations et autour de la thématique des vies sans possibilité de parole que nous allons aborder aujourd'hui. Vous allez notamment nous parler d'une forme de hiérarchisation des espaces fondée sur des notions d'importance et de non-importance des vies et de voix. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui au sein du cycle de conférences et impatients d'en apprendre plus sur vos travaux. Merci beaucoup. Je vous remercie, merci bien. Alors, je ne saurais commencer sans vous remercier, Madame Aïssata Diallo, et remercier également Monsieur Guy-Dely qui m'a donné la possibilité de m'exprimer ici aujourd'hui et à travers vous deux, bien entendu, remercier la Fondation pour l'innovation de la démocratie et remercier également tous ceux qui ont pris un peu de leur temps pour venir m'écouter cet après-midi. Je vous remercie. Des vies sans possibilité de parole. Je ne saurais commencer cette intervention sans celle d'un aveu. Le calvaire qui a été le mien durant de nombreux jours, que dis-je, de nombreuses semaines. Il me fallait parler de la démocratie. Et je me suis rendu compte que sur la démocratie, rien, absolument rien, je ne trouvais rien à dire, le vide, le silence. Alors j'ai décidé plutôt de partir de la vie, ou plutôt de certaines vies qui me troublent, afin de voir quelles interrogations sur la démocratie pourraient naître à partir de là. Des pratiques, des usages de leur vie que font des millions de personnes, les surnuméraires, petits gens, gens sans importance, afin de confronter leurs expériences
à l'expérience de la démocratie sans trop savoir où me conduirait cette hypothèse méthodologique. L'intuition, l'idée, je ne sais trop comment appeler cela, mais cette chose qui m'animait, qui m'habitait, s'appuyait juste sur moi, sur quelques sentiments, sur quelques émotions. Alors j'ai pris la décision d'insérer ces quelques sentiments ici, dans ce travail, avec le risque peut-être du ridicule. Et puis, j'ai trouvé une grande voie sur laquelle m'appuyer afin de sauver ma démarche du ridicule. Car si moi, Fatima Doumbia, je ne sais trop si ma démarche est légitime, en la fondant sur un certain Henry David Thoreau, elle a aussitôt un peu plus de légitimité. Voici ce grand homme écrit dans les premières pages de La vie sans principe. Thoreau dit, il n'y a pas longtemps, j'assistais à une conférence. J'ai eu l'impression que l'orateur avait choisi un thème qui lui était étranger. Et donc, il ne réussissait pas à m'intéresser autant qu'il aurait dû. Il décrivait des choses qu'il ne portait pas dans son cœur, ni même à proximité de celui-ci, mais plutôt dans ses extrémités et à la surface. J'aurais préféré qu'il parle de ses expériences comme le poète. Je pars du principe que lorsqu'on m'invite à faire une conférence, dit Thoreau, c'est parce qu'on a envie d'entendre ce que je pense sur un sujet en particulier, même si je suis le plus grand imbécile du pays, et non pas pour que je dise des choses agréables ou qui fassent l'unanimité de l'auditoire. Et en conséquence, je décide de leur donner une bonne dose de moi-même. Dussé-je les remplir d'un ennui sans précédent, dit Henry David Thoreau dans La vie sans principe. Je ne partirai donc pas ici aujourd'hui d'un problème philosophique, mais d'une profonde tristesse devant la vie des exclus, des rejetés de nos sociétés, ceux qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Cette exclusion est en elle-même, me semble-t-il, un problème, sans besoin de le traduire encore en équation philosophique. Je commencerai par partager de longs extraits de citoyens de seconde zone de Bouchy et Micheta. Voilà ce qu'écrit Bouchy et Micheta dans ce roman. Tu dois savoir, chère madame, que tu as beau gagner 1 million de livres par jour à Lagos, tu as beau avoir des centaines de domestiques, vivre comme l'élite. Le jour où tu débarques en Angleterre, tu es une citoyenne de seconde classe. Alors, tu ne peux pas faire de distinction parmi les gens de ton peuple, parce que nous sommes tous de seconde classe. Elle lisait et relisait les petites annonces dans les vitrines. Presque toutes disaient « gens de couleur s'abstenir ». La chasse au logement était d'autant plus difficile qu'elle était noire. Elle commençait à apprendre que la couleur était quelque chose dont elle était censée avoir honte. Aussi, ne perdit-elle pas son temps à chercher un logement dans un voisinage propre et attrayant. Elle qui, seulement quelques mois auparavant, n'aurait accepté que ce qu'il y avait de mieux, allait maintenant spontanément vers ce qui était inférieur. Elle apprenait maintenant à se méfier de tout ce qui était beau et pur. Ça, c'était pour les Blancs, pas pour les Noirs. Toutes les portes semblaient barricadées contre elle. Personne ne voulait envisager de les loger, même s'ils étaient prêts à payer le double du loyer normal. 15 jours plus tard, sur le tableau d'affichage, en face de la porte de Queen's Crescent, elle lut sur une carte bleue qu'une chambre était à louer. Il n'y avait pas d'indication gens de couleur s'abstenir. Ada n'en croyait pas ses yeux. Pour s'assurer qu'on leur garderait la chambre, elle décida de téléphoner à la propriétaire dès qu'elle arriverait à la bibliothèque. Elle ferait bien attention de téléphoner quand les autres employés seraient hors de portée de voix. Autrement, elle la croirait folle. Elle avait tout mijoté dans sa tête. Elle travaillait et parlait depuis près de 6 mois à Londres, de sorte qu'elle commençait à distinguer les accents. Elle savait que n'importe quel blanc reconnaîtrait la voix d'une africaine au téléphone. Pour effacer cela, elle serra ses narines grosses comme des tunnels, comme si elle voulait éviter une mauvaise odeur. Elle s'exerça longuement la voix dans le cabinet et finit par être satisfaite du résultat. La propriétaire ne la prendrait sûrement pas pour une femme de Londres ou de Birmingham, mais elle pouvait passer pour une Irlandaise, une Écossaise ou une Italienne anglophone. Au moins, tous ces gens-là étaient des Blancs. Pourtant, c'était stupide de sa part,
car la propriétaire finirait bien par s'en apercevoir. Elle comptait simplement sur la compassion humaine. La voix qui répondit au téléphone était celle d'une femme entre deux âges. Elle avait l'air affairée et essoufflée. Pas une voix très cultivée, un peu comme les voix criardes des femmes qui vendaient des choux au marché. Oui, les 2 pièces étaient toujours disponibles. Ada était-elle américaine? Demandait la voix. On l'aurait cru pourtant à l'accent, poursuivit la voix. Elle serait très contente de les avoir pour mettre de la vie dans la maison. C'était si amical et si humain. Mais que se passerait-il lorsque la propriétaire se verrait confrontée à 2 visages noirs? Mais Francis persistait à penser qu'il y avait un truc quelque part. Il continuait à interroger Ada. Tu dis que tu lui as parlé, alors elle a entendu ta voix. Ada ne lui dit pas qu'elle s'était serré le nez en parlant à la dame. Elle ne lui dit pas non plus qu'elle avait choisi d'y aller à 9 heures parce qu'il ferait nuit et que la femme ne se rendrait peut-être pas compte du fait qu'ils étaient noirs. La maison était dans un quartier délabré et la plupart des maisons environnantes étaient en ruine, tandis que d'autres étaient dans un état de démolition plus ou moins avancé. Le quartier avait un air déshérité comme un cimetière mal tenu. Les ruines et les démolitions ne dérangeaient pas Ada, car plus l'endroit était insalubre, plus il y avait de chances pour que la propriétaire accepte des Noirs. Ils frappèrent à la porte. Une petite tête de femme surgit d'une fenêtre du premier étage, comme celle d'une tortue prenant le soleil. La voix était aiguë et semblait tendue, comme elle l'avait été le matin quand elle avait parlé à Ada. Elle ne pouvait pas dire l'âge de la femme, parce que sa petite tête était pleine de petites boucles folles. Mais il y avait une chose qu'elle pouvait dire, c'est que la propriétaire de cette tête était soit malvoyante, soit insensible aux couleurs. Ou peut-être était-ce tout simplement que leur couleur lui était égale. Nous venons pour les chambres, l'annonce sur le tableau. Oui, je viens, je vais vous les montrer. Attendez une seconde. La porte s'ouvrit. D'abord, Ada crut que la femme allait avoir une crise d'épilepsie. Au moment où elle ouvrit la porte, la femme se saisit par la gorge avec la main, ouvrant et refermant la bouche comme si elle étouffait, et ses yeux de chat brillant se dilatèrent au maximum. Elle fit plusieurs tentatives pour dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. Sa bouche s'était manifestement desséchée. Mais elle finit par y arriver. Pour ça, oui, elle retrouva sa voix, qui l'instant d'avant était partie Dieu sait où. Et cette voix leur disait maintenant qu'elle regrettait infiniment, mais que les 2 chambres venaient d'être louées. Francis et Ada ne dirent rien pour endiguer ce flot de paroles. Ils restaient là, comme s'ils prenaient racine. Elle commença à refermer la porte fermement. Elle s'attendait à de l'opposition, mais il n'y en eut pas. Ada ne put même pas exprimer les supplications qu'elle avait répétées. C'était un choc qu'elle n'oublierait jamais. Allons-nous-en, dit Francis. Ils s'en retournèrent en silence. Ada ne pouvait plus se contenir. Il fallait qu'elle se mette à hurler ou à parler, tout ce qui lui passait par la tête. Francis avait l'air dans un autre monde et ne l'écoutait pas. Ada ne pouvait rien faire d'autre que de continuer à parler. Si Francis écoutait, il ne le manifesta pas. Il se rendait probablement compte qu'Ada avait besoin de parler, car il n'essaya pas de la faire taire. Il semblait même prendre plaisir à sa voix, mais son esprit n'enregistrait pas ce qu'elle disait. Épuisée, Ada cessa de parler. Ils approchèrent de leur logement d'Ashdown Street. Ils commençaient à prendre conscience que seul un miracle pouvait maintenant les sauver. Et ce qui les sauva, ce fut bien une sorte de miracle. Bouchy et Mecheta, citoyens de seconde zone. Premier point, vie parallèle ou vie des personnes non illustres. Premier sous-point, des portes, des murs, des frontières, l'exclusion spatiale. Vivre, disait Georges Perec, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se coller. La vie est mouvement, matérialisé par le passage d'un espace à un autre comme ouverture et possibilité. La réalité laisse voir pour certaines vies un impossible mouvement, cantonné à un même espace duquel il est impossible de sortir. Partir de la très belle et juste, me semble-t-il, définition de Pérec, serait décider de rester aveugle à ces vies autres, celles pour lesquelles le mouvement n'est ni une réalité, ni une possibilité.
Ce détournement du regard et du corps des sans-abri, des mendiants, reviendrait à un détournement comme une déviation de chemin du non rationnel de nos sociétés, pourtant aussi réel que nos sans-abri. Ce détournement conduirait à ce déchirement du réel dénoncé par Marx, en ceci qu'une telle démarche reviendrait à couper le réel d'une part de ce qui le constitue, la contradiction. Cette omission épistémologique de ceux que le savoir ignore reviendrait à provoquer, me semble-t-il, une violence dans la violence ordinaire de leur vie sans importance. Partons donc de nos cœurs, eux aussi trop souvent oubliés dans la froideur académique. Considérons la totalité du réel et avec lui l'irrationnel qui s'y loge, comme par exemple l'impossibilité pour Ada de changer d'espace, de se mouvoir, de vivre. Certes, pour parler de réalité, je me réfère ici principalement à 4 vies, celle d'Ada, celle de Rosetta, celle de Spoon Jackson et, dans une moindre mesure, celle de Daniel Blake. Autrement dit, 3 de ces vies sur 4 sont celles de personnages de fiction, romans, films. Pourtant, Rosetta donnera son prénom au contrat de premier emploi en Belgique. La seule vie réelle parmi ces 4 semble ne pas pouvoir être réelle. La frontière entre le réel et l'imaginaire, elle aussi, comme les autres frontières, mérite d'être repensée. La réalité d'Ada dans sa recherche de logement est celle à laquelle sont confrontés de nombreux immigrés africains dans les pays européens, habitués à ce que l'insalubre, le délabrement soient leurs conditions. Malgré son consentement à vivre dans des espaces de mort, ces quartiers étant semblables à des cimetières, en prime mal tenus, Ada se heurte à des refus, des résistances, des portes qui, lorsqu'elles ne se referment pas fermement, demeurent closes, des portes qu'elle ressent comme autant de barricades contre elle, autrement dit, comme une attaque. Là ou de l'autre côté de la porte, de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté de la mer, pour la propriétaire qui la referme, effrayée par le regard de haine de Francis, ce dont il est question à n'en pas douter est de se protéger. Entre protection et attaque, la sécurité prend un double sens lorsqu'elle devient barricade. La barricade, en tant que détermination d'une limite infranchissable, peut être une barrière physique en dehors de la porte, un mur, États-Unis-Mexique, Israël-Cisjordanie, une mer, Méditerranée, devenue cimetière, une séparation symbolique des mêmes espaces en zones géographiques d'inégale valeur, aux habitations à loyer modéré des banlieues et, il y a quelques années, des zones dites d'éducation prioritaire. Cette barricade, quelle que soit sa forme, est un obstacle, un empêchement. La particularité de l'exclusion spatiale est qu'elle n'est pas un rejet dans un hors-monde, mais une mise à l'écart, à côté, sur les bords, sur les marges, une vie périphérique, une vie de banlieue qui prend par l'emprisonnement auquel il renvoie le sens d'une condamnation sans délit ni infraction. L'invisibilisation concourt à ôter à la personne rendue invisible, inaudible, toute capacité et toute possibilité. L'impossibilité renvoie à la puissance, au pouvoir comme son amputation, mais aussi à une modalité de l'existence comme non réelle dans le présent et dans le futur, en ceci que l'impossible ne s'embarrasse ni du temps ni de la mesure. Ce qui est impossible l'est aujourd'hui et demain. Le possible et l'impossible en réalité ne s'opposent que sur le terrain du futur, le présent étant le cinglant constat de leur non-effectivité. Le possible, tout comme l'impossible, n'est pas là au moment où je parle. Mais si le possible, contrairement à l'impossible, peut advenir, alors il faut donc se tourner vers le futur pour voir dans le possible une ouverture que ne contient pas l'impossible. Dire qu'il est possible de réussir sa vie garde cette ouverture là où l'impossibilité de la réussir contient quelque chose de définitif, une sentence irrévocable, scellée pour toujours, une vie dans laquelle la parole est impossible. L'impossible clôt la vie. Si, comme le pense Ada, seul un miracle peut les sauver, c'est qu'Ada voit l'impossibilité dans sa vie et l'amputation de tout horizon meilleur, mais aussi de toute capacité et de toute
potentialité en étant amputation du futur. L'impossibilité marque au fer rouge les vies précaires et amène à une vie contraire à la définition du vivre que donne Perret. L'image du cimetière mal tenu est un symbole fort et juste pour traduire les non-vies précaires. Bien que l'on ait coutume de dire que la vie compte, ce qui suppose donc que toute vie a de l'importance, il n'en demeure pas moins qu'il existe une dépréciation de certaines vies. J'ai voulu ouvrir cette réflexion sur la démocratie en partant de la vie des personnes, de leur agir, puisque la démocratie n'est au fond rien d'autre qu'un mode d'existence et non un principe abstrait. Quittons le quartier pour nous rapprocher de l'espace dans lequel s'ancrent ces vies. Deuxième sous-point, l'impossible habité. La vie prend racine dans un lieu, la mienne, les vôtres, dans une maison, un appartement qui met en lumière nos intériorités et sans doute nous reflète. D'où me placer de chez moi afin de donner cette conférence avec le plus de neutralité et de froideur. Puis, j'ai décidé de rester à la place habituelle, dans ce choix de remettre un peu de chaleur, un peu de personnalité dans nos vies et dans nos pensées. La maison, contrairement aux lieux qui sont des espaces communs de travail, de circulation, d'approvisionnement, est le seul dans lequel les habitants sont unis par des rapports basés sur l'amour, l'affection, la sollicitude. Havre de paix, de sécurité, la maison est en définition le lieu où la vie se produit et se reproduit. La maison comme lieu d'habitation, dit Emmanuel Necochea, est un ensemble hétéroclite de ce qui rend possible notre existence en ce monde. On voit ainsi toutes les amputations qui vont de pair avec une privation d'habitation. Dans le fait de vivre est contenue l'idée d'un accomplissement. Cette vie, pour se comprendre, doit être regardée à la fois de manière objective, à partir des conditions qui la déterminent, mais aussi de manière subjective, à partir des expériences qu'en font les personnes qui les vivent. Les immigrés sans papier ou légaux qui peinent à trouver un logement décent, les prisonniers qui vivent reclus dans des cages appelées cellules, les précaires qui vivent dans des appartements insalubres, dans leur voiture, les sans domicile fixe, etc. Toutes ces personnes, comme considérées comme de peu d'importance, ont en commun de vivre cette exclusion dont nous partons d'abord de manière spatiale. Daniel Blake, contraint de changer de manière de vivre pour épargner le peu d'argent qui lui reste, vendra petit à petit ses affaires en gardant des choses qui peuvent paraître insignifiantes, sans importance aucune, et dont il refuse pourtant de se séparer, tout comme il refuse de quitter la maison où il vit. Qu'il travaille ou non, il connaît cette même précarité de l'habitation. Partir du lieu d'habitation fournit une clé pour comprendre l'exclusion, dans la mesure où l'exclusion est d'abord celle d'un espace et la maison, l'espace de vie. Ada, dans ce quartier précaire, dans cet appartement dont les toilettes sont à l'extérieur, 4 étages plus bas, dans la cour. Dans cet appartement sans baignoire, dans cet appartement sans cuisine. Ada, dans cet appartement-là, ne vit pas, n'habite pas, elle se loge. Heidegger liait l'habitation à la maison et non à l'appartement. À la question « Qu'est-ce que l'habitation ?» à laquelle il répondait dans une conférence prononcée en 1951, Heidegger voyait dans l'habitation non le simple fait de vivre dans un lieu, mais mettait en relation l'espace public et tout ce qui y permet de nous réaliser humainement, mener une existence authentique, dit Heidegger, loin de la quotidienneté et de la banalité. Autrement dit, habiter est bien plus que se loger. Se loger contient quelque chose de désincarné. Un homme comme un objet peut être logé dans un endroit, mais dans l'habiter se tient l'incarnation dans le lieu. En liant l'habitation à l'existence, Heidegger en fait le trait fondamental de la condition humaine. La crise du logement que rencontrent toutes les métropoles, en n'étant pas des crises de l'habitation, disent bien quelque chose de notre époque. Celle dans laquelle le problème pour des millions de personnes est celui de se trouver un toit au-dessus de la tête et des murs dans lesquels loger leur corps, et non celui de trouver un lieu dans lequel elles pourraient s'incarner et qui pourrait les refléter. L'habitation, lorsqu'elle relève d'un choix, donc d'une possibilité de choisir et de se choisir une habitation, met en avant ceux-là même à qui est posée la question
de l'usage de leur vie, ceux à qui est offerte la possibilité de se choisir une forme de vie. Les autres, précaires, démunis, personnes sans importance, sont réduites au mieux à se loger, au pire à s'abriter. L'appartement, même insalubre, n'était peut-être pas encore la pire forme d'habitation que l'homme allait inventer, tentant bien évidemment inventer pour d'autres, non pour lui-même, et présenté comme une solution. Il y aurait pour les réfugiés, ceux qui cherchent refuge et ce faisant cherchent la sécurité, il y aurait donc pour eux des camps dans lesquels se déploie l'insécurité, la violence, l'humiliation. Dans la vie, mode d'emploi critique, Didier Fassin explique qu'en 2014, face à la montée des migrants dans la région de Calais, il écrit « Le gouvernement de gauche prit la décision de les regrouper sur un terrain qui avait antérieurement servi de décharge publique et que la proximité de 2 usines chimiques rendait peu utilisable. Le site était sordide et insalubre, sans équipement électrique ou sanitaire. Des organisations non gouvernementales, principalement britanniques et françaises, s'employèrent néanmoins à rendre l'endroit habitable. En 2016, dans ce qu'on a tristement appelé la jungle de Calais, dans un geste de protestation contre la décision du gouvernement français de détruire leurs abris précaires, les réfugiés iraniens se cousirent la bouche et se couvrirent les yeux d'un bandeau manifestant avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous sommes des êtres humains. Où est notre liberté ?» Ou encore « Je suis venu ici chercher une protection pour mes droits de l'homme, mais je n'ai rien trouvé. » Ou encore « Où est votre démocratie? Où est où est ma liberté ?» Par cette automutilation, leur geste tend à montrer le silence, la perte d'humanité dans lesquels ils sont maintenus. Il était difficile, écrit Fassin, de comprendre pourquoi ils ne pouvaient bénéficier de la protection d'États qui, pendant plusieurs décennies, n'avaient cessé de dénoncer les violations des droits de l'homme par le régime iranien. Cette vie d'empêchement et de laquelle toute possibilité a été retirée est celle de l'exclusion radicale par l'exclusion spatiale et la privation de voix qui est sa conséquence. Deuxième point, la cohabitation paradoxale de la déshumanisation et de la démocratie. Premier sous-point, la prison comme espace entre deux mondes. Le flot de paroles sans importance d'Ada ne pouvant plus se contenir. Je cite, « Il fallait qu'elle se mette à hurler ou parler tout ce qui lui passait par la tête. » Donc ce flot de paroles peut être vu comme ce qui peut la sauver d'une certaine mort, une mort sociale. Une vie sans possibilité de parole est une vie dans laquelle la parole est impossible aujourd'hui, mais aussi demain. C'est bien ce renvoi au futur qui est contenu dans l'étrange expression « une vie sans possibilité de parole », terme très surprenant qui qualifie aux États-Unis une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. L'impossibilité de parole traduit justement une impossibilité de libération. Cette singulière expression revient à faire de la parole une libération. On comprend ainsi ce besoin irrépressible que ressent Ada de parler. Il lui faut parler. La libération ne repose pas tant sur la parole que sur la possibilité même de parler. Ce qui signifie que ce qui est essentiel à un homme est la possibilité de libération dans sa vie. En réduisant toute possibilité à néant, on tue la réalité qui devait advenir avec cette possibilité. Si c'est cette expression qui qualifie cette forme d'emprisonnement, elle me paraît étrange. Si cette expression qui qualifie cette forme d'emprisonnement me paraît étrange, c'est en ceci que je trouve surprenant qu'un gouvernement use de cette qualification qui nous fait ressentir l'insupportable de la situation. Parler d'un emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ne nous fait pas réellement éprouver ni prendre la mesure de ce que peut être la réalité d'une telle vie. Or, les funestes réalités ont tendance à être masquées dans leur désignation politique.
La substitution, par exemple, de réseaux d'éducation prioritaire aux zones, anciennement aux zones d'éducation prioritaire, est un exemple significatif en ceci que le réseau dit la relation et ce réseau peut être un lien entre différents points géographiques, tandis que la zone renvoie justement à un même espace. La vie sans possibilité de parole signifie que la parole de l'accusé ne sera jamais reconnue, autrement dit entendue. Prolongement dans le futur. Elle ne pourra, donc toujours prolongement dans le futur, jamais lui procurer ni le pardon ni la liberté. Alors qu'elle visitait plusieurs prisons américaines pour son film Les prisonniers de Beckett, la réalisatrice Mishka Sal rencontre Spoon Jackson, emprisonné à vie sans possibilité de parole pour un meurtre commis pendant son adolescence. Il se sauvera pourtant en se donnant la parole, en découvrant l'écriture et la poésie, devenant ainsi poète. Gérard Grugeot écrit que toute l'entreprise de Mishka Sal va consister à faire advenir à la vie et au cinéma l'existence en lambeaux d'un homme qui a mis toute son énergie dans l'écriture pour ne pas rester, comme il le dit lui-même, une ombre boxant la mort, pour sortir de sa zone de guerre intérieure, alors que, depuis toujours, au-dedans comme au dehors, tout n'est que barbelé, couture et grille. Car, en évoquant l'enfant ignoré et invisible, le milieu familial sans ressources, l'école, lieu des premières discriminations, Spoon est comme l'est aujourd'hui le I Am Not Your Negro de Raoul Peck, un film sans concession sur l'Amérique, un pays où le simple fait d'être un jeune noir peut encore vous condamner à mort avant même la prison. Pour Mishka Sal, devant l'absurdité de la condition humaine et la détresse, est en jeu la responsabilité éthique et politique. Selon une étude d'Amnesty International et Human Rights Watch, des milliers de mineurs américains sont condamnés à vie sans possibilité de parole pour des premiers délits. 16%, dit le rapport, avaient entre 13 et 15 ans lorsqu'ils ont commis leur crime, entre 13 et 15 ans. Dans 26 États, cette peine est obligatoire dès lors qu'on est reconnu avoir commis ou participé à un meurtre prémédité ou un crime sérieux, quel que soit son âge, emprisonné dans des prisons pour adultes au milieu de gangs. Les États-Unis sont l'un des rares pays à appliquer cette condamnation sur des enfants. Tous les pays du monde ayant ratifié la Convention sur les droits des enfants qui interdit cette peine, excepté les États-Unis et la Somalie. L'un se dit démocratique, le même qualifie l'autre de non démocratique. Foucault montre que, de vengeance, l'incarcération dans une prison est devenue une punition qui avait cependant pour but, qui avait simplement pour but, par la discipline, le contrôle, la surveillance et l'obéissance, d'amener à une transformation de l'individu. Voilà ce que Michel Foucault écrit dans Surveiller et punir. Il y aurait hypocrisie ou naïveté à croire que la loi est faite pour tout le monde au nom de tout le monde. Il est plus prudent de reconnaître qu'elle est faite pour quelques-uns et qu'elle porte sur d'autres, qu'en principe, elle l'oblige tous les citoyens, mais qu'elle s'adresse principalement aux classes les plus nombreuses et les moins éclairées. Qu'à la différence de ce qui se passe avec les lois politiques ou civiles, leur application ne concerne pas tout le monde également. Que dans les tribunaux, la société tout entière ne juge pas l'un de ses membres, mais qu'une catégorie sociale préposée à l'ordre en sanctionne une autre qui est vouée au désordre. Parcourez les lieux où l'on juge, où l'on emprisonne, où l'on tue, dit Foucault. Partout, un fait nous frappe. Partout, vous voyez deux classes d'hommes bien distinctes, dont les uns se rencontrent toujours sur les sièges des accusateurs et des juges, et les autres sur les bancs des prévenus et des accusés. La loi et la justice n'hésitent pas à proclamer leur nécessaire dissymétrie de classe.
L'étude de la criminalité est à mettre en parallèle avec celle des lieux de vie des délinquants pour s'apercevoir des liens étroits entre criminalité et quartiers relégués dans lesquels une désadhérence et même une désaffection du commun de l'espace public peut être constatée et surtout saccagée, et que toute forme de représentation étatique y est malvenue. Il faut se rappeler ou revoir La haine, le film de Mathieu Kassovitz, pour s'en rappeler. Les prisonniers, ici, dans cette réflexion ou dans cette ébauche de réflexion, sont tous ceux qui sont amputés de liberté, de papier, d'abri, d'habitation, de logement, les sans, qui sont réduits à une privation, une amputation pour toujours. Deuxième sous-point, le silence et l'impuissance des sans de la démocratie, ni rêve ni espoir. Je partirai ici d'une automutilation, le geste des réfugiés iraniens de Calais à se coudre les lèvres et à se réduire ainsi au silence. Ces réfugiés disent la déshumanisation à laquelle ils sont confrontés, d'où le besoin de rappeler qu'ils sont des êtres humains. En signifiant leur perte d'humanité par leur perte de parole, ces réfugiés mettent la parole au cœur même de ce que c'est qu'être humain. En se mettant volontairement dans l'incapacité de parler, ces immigrés réfugiés rendent visible le silence dans lequel ils sont enfermés. À l'enfermement spatial correspond un emmurement intérieur, un isolement, puisque la parole est d'abord une mise en relation. Le fait de se coudre la bouche, de se coudre les lèvres, qui situe dans une incapacité plus qu'une impossibilité de parler, traduit bien, en dehors du désespoir que renferme le geste, la privation d'humanité, la vulnérabilité de ces personnes dont les attentes sont des déceptions. Déceptions qui ne peuvent même pas dire, comme l'atteste le symbole de la bouche cousue ou le silence d'Ada après avoir vu la porte se refermer, vu tous ces espoirs réduits en poussière dans l'incapacité de formuler cette souffrance. Bouchier et Mécheta écrit qu'ils se rappelaient leur premier rêve, le rêve de faire des études de droit et de faire partie de l'élite de leur pays, ils l'enterraient au plus profond de leur cœur meurtri. C'était une telle déception, trop amère pour pouvoir l'exprimer. Quand ces hommes tombèrent de façon aussi désastreuse, leurs rêves furent réduits en poussière avec eux. Le rêve de devenir un aristocrate se muant en cette réalité. Ils étaient des Noirs, des non-personnes, des citoyens de seconde, de deuxième classe. Le silence d'Ada peut aussi s'expliquer par la position sociale inférieure conduisant à une délégitimation de sa parole. Todorov, dans Les ennemis intimes de la démocratie, nous dit que l'élément, je le cite, l'élément contextuel le plus important concerne l'identité de celui qui réclame la liberté d'expression et de celui qui en est l'objet. Ce qui compte en premier lieu est l'étendue de pouvoir dont disposent l'un et l'autre. Il ne suffit pas d'avoir le droit de s'exprimer, encore faut-il en avoir la possibilité. En son absence, cette liberté n'est qu'un mot creux. Toutes les informations, toutes les opinions ne sont pas acceptées avec la même facilité dans les grands médias du pays. Or, la libre expression des puissants peut avoir des conséquences funestes sur les sans-voix. Si l'on a la liberté de dire que tous les Arabes sont des islamistes inascimables, tous les Noirs des trafiquants de drogue, ils n'ont plus celle de trouver du travail, ni même marcher dans la rue sans être contrôlés. La fragilisation qui naît de l'invisibilisation sociale peut être telle que la possibilité même de se battre pour être entendu est ôtée, ce qui amène à une incapacité ou une impuissance qui est aussi une absence de mouvement. Les obstacles extérieurs se font alors intérieurs. Sous le choc, Ada et Francis ne parlent pas, ne bougent pas. Je cite Bouchier et Mécheta, ils restèrent là comme s'ils prenaient racine. L'impossibilité se mue en incapacité.
Combien de fois, dans le jugement dépréciatif de ces vies précaires, en faisant le constat que les individus ne se battent pas, nous les tenons responsables de leur vie misérable, faisant entièrement reposer sur eux la responsabilité de l'incapacité, de l'impuissance. Ainsi vient l'arrogance des très importantes personnes de croire que leur réussite professionnelle repose uniquement sur leur combativité, renvoyant l'échec des autres à leur propre et unique responsabilité. Il suffit de traverser la rue pour trouver du travail, nous a-t-on dit. Les expériences de vie précaire, expériences de dépossession, de privation, d'amputation, qui est celle du sans, qui consiste à être sans abri, domicile fixe, papier, voix et même dans, en un mot sans importance, dit Guillaume Leblanc, s'impose comme de véritables défaillances qui défont l'être humain en organisant son être selon la modalité de la privation. Ada avait pourtant préparé un argument pour supplier la propriétaire, mais Ada ne dit rien. La question qui se pose est la possibilité d'agir des personnes marginalisées, de résister, de lutter. Du fait de leur position mineure dans la société, même lorsque ces personnes réussissent à formuler clairement leur déception, celles-ci ne sont pas reconnues par cet ordre social comme légitimes. Elles ne sont de ce fait pas entendues. Ainsi, si la possibilité de résister peut disparaître dans la disqualification, la possibilité d'être entendu, même pour celles et ceux qui engagent une résistance extrême, telle qu'une grève de la faim, est encore plus extrême dans l'acte de se faire coudre la bouche. Donc, cette possibilité d'être entendu peut rester lettre morte. Bien que ces hommes aient revendiqué l'autonomie de leur acte, ces hommes, ces Iraniens qui ont eu la démarche de se coudre la bouche, bien qu'ils aient revendiqué l'autonomie de leur acte, les politiques, députés, ministres ont fortement douté d'une manipulation, voix contre voix. Troisième point, où est votre démocratie? Où est ma liberté? Premier sous-point, la résistance, un acte démocratique ou antidémocratique. Pour le mouvement No Border, militant altermondialiste de plusieurs pays, critiqué pour son radicalisme, les frontières sont des empêchements pour les victimes d'injustice d'échapper à leurs conditions sociales, politiques, dans des pays souvent qualifiés par les démocratiques de non démocratiques, pays que fuient les réfugiés en recherche de liberté et d'égalité. Ce mouvement No Border dénonce les contrôles aux frontières et se bat pour la liberté de circulation, le logement décent des immigrés, contre leur expulsion, etc. Les no-borders apparentent leurs actions à des formes de résistance et de lutte politique, tout en s'interdisant de rompre l'autonomie de ces réfugiés. Autrement dit, sans parler ni agir au nom de ces réfugiés. Sans être leur porte-voix, ils se veulent un soutien par la création de liens humains et amicaux et le soin prodigué aux réfugiés. On peut lire dans un article du Gitsi que, d'abord, même s'il leur apporte aussi une aide humanitaire, il le fait avec des objectifs politiques. Son investissement à Calais entend montrer que l'existence des frontières conduit à l'oppression et à une guerre entre les êtres humains, selon qu'ils sont du bon ou du mauvais côté, en contradiction avec le principe d'égalité d'un État démocratique. Ensuite, par sa présence de proximité aux côtés des personnes exilées, le mouvement No Border veut contribuer, dans la mesure du possible, à leur autonomie dans la lutte pour le respect de leurs droits. C'est parce que cette séparation spatiale est pour eux contre les valeurs démocratiques et humaines qu'ils les brisent, suppléant ainsi à ce qu'ils comprennent comme un dysfonctionnement de la démocratie. Leurs actions sont concrètes et les résultats de leurs actions probants. Dans de nombreux cas, ils recréent du lien et, ce faisant, réinventent un autre monde de vie et de solidarité.
de l'humanité en recréant ainsi d'autres conditions de liberté et d'égalité et d'autres conditions de justice. Où est votre démocratie? Où est notre liberté? Interpellent les réfugiés iraniens de la jungle de Calais. Interpellation qui pourrait aussi être celle d'Ada ou même de citoyens du pays qui se sentent exclus et rejetés. Spoon Jackson, Rosetta, les Noirs américains, les jeunes des banlieues, etc. Cette interrogation sous forme d'indexation qui nous renvoie chacun à notre chacun à notre responsabilité amène à nous demander si nous vivons toujours dans des démocraties. Cette question sous forme de parole adressée aux politiques, aux citoyens d'un pays, n'interroge ni les principes universels de la justice, ni les principes normatifs d'un espace public démocratique. Car ces deux démarches, je parle de celle de Rawls comme celle de Habermas, laissent de côté les expériences de vie empêchées, minorées. Il est question donc de tenter de penser ici le fonctionnement concret de la démocratie et non plus les principes et valeurs dont elle se réclame. C'est parce que ces mouvements, comme celui des No Borders ou encore Black Lives Matter ou les Gilets jaunes, réinventent une autre forme démocratique, d'abord à partir d'une autre occupation de l'espace, en rupture par un détournement du lieu, détournement à entendre cette fois comme une sorte de soustraction de la chose de sa destination. Avec les Gilets jaunes, les ronds-points ont pris une autre figure, irruption qui souvent est vécue comme une violence. Ce détournement est une réappropriation de l'espace. Les ronds-points des Gilets jaunes. L'occupation massive et visible lors des manifestations ou encore sa désertion, comme lors des différentes actions des journées des immigrés, boycott économique, qui est un appel à tous les immigrés aux États-Unis à ne pas travailler ni consommer, lancé pour montrer non seulement l'injustice de la politique migratoire de Donald Trump, et aussi pour montrer l'importance de ces immigrés dans le fonctionnement de l'économie américaine. L'absence de ces petites gens, habituellement invisibles, pensés comme sans importance, donc leur absence de l'espace public devient soudainement visible dès le moment qu'elles se rendent elles-mêmes invisibles. Car ce sont des poubelles qui ne sont pas ramassées, ce sont des salles qui ne sont pas nettoyées, etc., etc. Dans cette attention au fonctionnement des démocraties peut se trouver la vigilance, qui est une forme de surveillance des citoyens, surveillance elle-même saine en démocratie. Par exemple, au sujet du mouvement Black Lives Matter, Didier Fassin rappelle qu'il a permis de mettre au grand jour la banalité des assassinats d'hommes noirs par des policiers. Il écrit « La fréquence impressionnante de ces homicides aux États-Unis traduit un jugement différent sur la valeur des vies, tout comme les écarts considérables en catégories socio-raciales reflètent les hiérarchies morales dans l'évaluation des personnes. » Fin de citation. Toute pratique est-elle pour autant démocratique dès lors qu'elle est menée au nom même de ses valeurs? Peut-on, au nom de la défense des principes démocratiques, enfreindre la loi? Je pense, disait Thoreau, théoricien de la désobéissance civile, que nous devons d'abord être des hommes avant d'être des sujets. Il n'est pas souhaitable, continue-t-il, d'éprouver à l'égard de la loi un aussi grand respect qu'à l'égard du bien, écrit-il dans La désobéissance civile. Avant d'ajouter quelques pages plus loin, comment un homme de nos jours doit-il se comporter à l'égard du gouvernement américain? Je réponds qu'il ne peut pas s'y associer sans se déshonorer. Je ne peux pas un seul instant reconnaître comme mon gouvernement une organisation politique qui est aussi le gouvernement de l'esclave. Tous les hommes reconnaissent le droit à la révolution, c'est-à-dire le droit de refuser allégeance à un gouvernement, de lui résister quand sa tyrannie et son incompétence sont flagrantes et insupportables, disait Henri David Thoreau. Disait au passé. La question ne serait pas
si l'on écoute Thoreau, de se demander si la résistance face à l'injustice et l'inhumanité est ou non démocratique, mais si elle est conforme à notre conscience. Ainsi, ces agitateurs, ces troubleurs de l'espace et de l'ordre public que sont les activistes ne seraient peut-être pas tant, comme le montre Todorov, les ennemis intimes de la démocratie, mais les réels défenseurs des droits. Dernier sous-point, la démocratie radicale comme réponse à l'exclusion radicale. Ada, après avoir tout fait, même l'insensé de changer sa voie pour obtenir un appartement, n'a plus de possibilité. Ada ne peut plus rien faire. Le miracle, comme cet événement extraordinaire qui seul pourra les sauver, selon elle, advient, et il advient en la personne de M. Noble, propriétaire noir qui, écrit Bouchier-Micheta, ouvrit grand la porte et les accueillit. Ada est sauvée par un vieil homme. Je m'appelle Rosetta. J'ai trouvé un travail, j'ai trouvé un ami, j'ai une vie normale. Je ne tomberai pas dans le trou, je ne tomberai pas dans le trou. Se répète Rosetta avant de dormir. Lorsqu'elle est renvoyée par le patron qui doit embaucher son fils, le désespoir avec lequel elle hurle qu'elle veut travailler, avec lequel elle s'accroche à ce sac de farine qui est la matière de son travail, s'apparente à un acte de folie. Je fais ici référence, bien entendu, au film Rosetta, des frères Dardenne. Je ne veux pas tomber dans le trou, dit-elle, une fois tombée à terre, accrochée à ce gros sac de farine, devant le regard interloqué du patron. Rosetta pourtant tombe souvent dans le film. Elle tombe par terre, elle tombe sur le sol, elle tombe dans l'eau, elle tombe, mais se bat toujours, jusqu'à cette ultime fatigue de devoir relever sa mère par terre, dont elle-même ne se relève pas. Dans le film des frères Dardenne, il y a le regard plein de compassion mais impuissant du patron. Les mauvais ne sont pas forcément de l'autre côté. Lui-même ne semble pas avoir un sort beaucoup plus enviable finalement que celui de Rosetta. Il travaille, il est épuisé, lui aussi se bat. C'est grâce à la main tendue de son ami qu'elle a pourtant trahi que Rosetta se relève. C'est cette main tendue qui la sauve et la maintient en vie. Ada sans doute parlerait ici de miracle. Dans Moi, Daniel Blake, autre film, cette fois de Ken Loach, c'est la voix de Daniel que laisse entendre Cathy à son enterrement, en lisant le mot trouvé dans sa poche, mot qu'il avait prévu de lire lors du jugement en appel pour le rétablissement de ses droits. Cathy dit: on appelle ça un enterrement misérable parce que c'est le créneau le moins cher, 9 heures du matin. Mais Dan n'avait rien de misérable à nos yeux. Il nous a donné des choses d'une valeur inestimable. Je peux jurer que cet homme, tellement généreux, avait encore plein de choses à offrir et que c'est l'État qui l'a fait mourir avant l'heure, dit Cathy, avant de lire le mot de Daniel Blake. Je ne suis pas un tir-au-flanc, ni un mendiant, ni un voleur. Je ne suis pas un numéro de sécurité sociale. Jamais je n'ai manqué à mon devoir. Je regarde mon voisin dans les yeux et si je peux l'aider, je l'aide. Je ne cherche ni accepte la charité. Je me nomme Daniel Blake. Je suis un humain, pas un chien. En tant que tel, je veux qu'on respecte mes droits. Je demande qu'on me traite avec respect. Moi, Daniel Blake, je suis un citoyen. Je ne suis rien de plus et rien de moins qu'un citoyen. Au sujet des gens dont on pense que la vie n'est d'aucune importance, Samson rappelait dans Les gens de peu que, je le cite, leur disparition, à la différence de celle des grands, ne serait pas remarquée et ils seraient vite oubliés parce que remplacés par d'autres gens sans importance. En fait, il n'en est rien. Dans un de ses romans, Mort de quelqu'un, Jules Romain nous montre qu'une telle mort suscite des troubles, une modification dans la perception d'une rue, dans les habitudes d'autres locataires. Les signes mineurs ne doivent pas être dédaignés.
Ce célibataire a expiré. L'appartement est devenu vacant. Les volets demeurent fermés. Et pendant quelques mois, mon regard bute sur ces volets obstinément clos d'un modeste immeuble. La mort permet de découvrir la richesse d'une personnalité que l'on croyait bien fade. Écrit Pierre Sanso dans Les gens de peu. C'est la richesse de Daniel que dit Katie et sa voix qu'elle laisse entendre. C'est une responsabilité éthique que ressent Mishka Stal devant le sort de Spoon Jackson. Lorsqu'elle lui rend visite pour la première fois en prison, elle passe la main à travers la clôture, ce qui était interdit, mais elle l'a fait quand même. Ce que j'ai tenté de dire avec ces vies, ces voix, est le pluralisme qui existe dans la société et dont la mise en miettes dans un consensus crée sans doute tant de dysfonctionnements, comme l'ont montré Laclos et Mouffe. Ernesto Laclos et Chantal Mouffe. La prise en compte du dissensus serait sans doute une prise en compte des voix autres, fragilisées, étouffées. L'espace renvoie ainsi à l'espace vécu différemment, selon le côté de la porte, du mur, de la mer où l'on se trouve. Dans toutes ces vies, ce n'est pas d'un état que vient le salut ni la considération, mais bien de l'amitié, du secours, de l'assistance qui redonne au social tout son sens en faisant revivre la démocratie à la racine, c'est-à-dire en substituant la démocratie participative à la démocratie délibérative, le dissensus au consensus, afin d'entendre réellement toutes les voix en cette vie. Pour conclure, à la question « Où est votre démocratie ?» que dans un premier temps on pense adresser aux politiques, je dirais que cette question est en réalité adressée à chacun d'entre nous. La définition de la démocratie comme pouvoir du peuple par le peuple que l'on aime rappeler, mais dont on oublie pourtant le sens, rejette sur les politiques, les élus, les représentants qui pourtant, dit-on, ne nous représentent pas, la responsabilité de tous ces dysfonctionnements. Mais il me semble que nous oublions qu'il n'y a pas de peuple, il n'y a que des personnes qui constituent ce peuple. Cette démocratie dite radicale, terme étrange pour dire la racine d'une chose, n'est selon moi rien d'autre que le rappel à chacun de nous que nous sommes chacun une partie de ce peuple, que nous pouvons nous-mêmes faire sans attendre des élus qu'ils fassent. La voix dans l'urne ne suffit pas et ne devrait pas suffire à notre conscience. Nous sommes des humains avant que d'être des citoyens, rappelle Soro dans la désobéissance civile. Dans tous les exemples que j'ai donnés, ce sont des individus que provient l'assistance, le soin, l'attention, des individus qui agissent. Daniel ne dit pas qu'il vote, mais bien qu'il n'hésite pas à aider un voisin qui en aurait besoin. Avec des sentiments, de l'émotion, il est possible de pratiquer autrement la démocratie, car en réalité, la démocratie n'existe pas. Seules nos pratiques font d'une société une démocratie. C'est avec ce cœur que je souhaiterais terminer par un hommage à Émilie Dequesne, dont les funérailles se tiennent demain. Émilie Dequesne, qui restera jamais notre Rosetta. À Mishka Stal, dont l'éthique donne du courage pour dire qu'aucune vie ne devrait être une vie sans possibilité de parole. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette intervention aussi dense que passionnante. Alors, j'invite tous les spectateurs à lever leurs mains, bien entendu, s'ils ont des questions. Et c'est à moi que revient la difficile tâche de faire une synthèse, bien sûr. Alors, j'espère que cette dernière collera avec ce que vous avez essayé de nous transmettre aujourd'hui. Alors tout d'abord, j'ai trouvé que cette présentation était d'une actualité frappante dans un contexte où il y a de nombreuses crises de la démocratie. Le mot démocratie lui-même est souvent vidé de son sens. Et finalement, vous avez essayé de remettre l'humain au centre du dialogue et au centre même de la perception du monde. Et je pense que vous avez réussi aujourd'hui et j'en suis très contente.
Alors, vous avez commencé par soulever certaines interrogations sur les espaces, sur la perception des espaces et sur cette division des espaces finalement que certains subissent, mais que d'autres peuvent totalement utiliser à leur guise. Et donc, vous avez mis en avant le paradoxe entre le nord finalement et le sud, un nord qui permet la mobilité, qui permet d'exprimer sa voix d'une certaine manière et de vivre pleinement avec une possibilité d'avoir accès aux différents espaces, et un sud qui finalement reste contraint. Et même quand cette contrainte est délocalisée avec, vous avez notamment pris l'exemple de l'histoire que vous nous avez conté tout du long, cette crise finalement, elle touche aussi, elle se manifeste aussi à travers la crise du logement, à travers cette façon d'avoir du mal à se créer un chez-soi en ayant une maison, en ayant quelque chose qui semble finalement basique pour l'expression de soi-même, mais qui est de plus en plus complexe, d'autant plus pour certaines personnes qui doivent faire face à des défis. Et j'ai été vraiment intéressée aussi par vos détours dans différents endroits du monde finalement, en travaillant aussi sur les États-Unis et le système carcéral aux États-Unis, un système carcéral particulièrement dur. Et je trouvais ça intéressant, ce fait de parler de la démocratie, mais aussi des États-Unis. Or, les États-Unis se posent souvent comme modèle mondial de la démocratie. Et finalement, l'exemple que vous avez pris en parlant des prisons et cette façon finalement de faire taire certaines personnes, de les réduire au silence à vie parfois, est paradoxal vis-à-vis des ambitions mondiales des États-Unis. Oui, j'ai trouvé aussi très intéressant le fait que vous parliez de la crise des Gilets jaunes, notamment, et cette volonté qu'il y avait derrière de vouloir briser ce plafond de verre, finalement, qui existe et qui complexifie l'expression de certains et qui crée finalement deux mondes dans lesquels il est difficile de s'exprimer pour certains et finalement, pour une autre catégorie de personnes, l'accès à la parole est facilité. Et ça m'a aussi rappelé, encore une fois, les actualités et cette façon d'avoir une certaine tolérance à la violence verbale aussi de ces élites qui se manifestent à travers les médias, et cette façon de faire taire beaucoup qui subissent et qui sont dans l'incapacité de partager finalement leur vie et de partager leur voix. Oui, enfin, j'ai pensé aussi quand vous parliez du mouvement Black Lives Matter, ça m'a fait penser encore une fois aux actualités et au fait que l'administration Trump soit en train d'enlever finalement la fresque qui était devant le palais présidentiel, ce qui témoigne aussi de cette volonté d'invisibiliser certains, mais sans s'en cacher, à vrai dire, de manière particulièrement violente et de manière particulièrement expressive. Et cette façon finalement que le monde a à accepter ça et à accepter une forme de violence verbale, mais aussi physique, de la tolérer quand elle est à l'encontre de certains. Donc voilà, il y avait énormément de points. Ce sont les points qui m'ont le plus captivé et j'espère avoir réussi un petit peu à synthétiser vos propos. J'invite tous les participants à lever la main afin de poser des questions et afin de participer à cet échange. Professeur, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, vous remercier pour cette synthèse vraiment qui va même au-delà donc je pense que nous avons fait finalement cette présentation ensemble puisque vous l'avez prolongée et d'une très très belle manière et je vous en suis vraiment reconnaissante, vraiment. Merci. Merci. Alors, s'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole, vous êtes invités juste à lever la main et je vous donne accès à votre micro. Vous levez juste la main près de la notification « Réagir », si vous le trouvez, juste au-dessus.
Vous avez aussi la possibilité de poser juste une question dans le chat si vous ne souhaitez pas prendre la parole. Voilà, je pense qu'il y en a. Monsieur Mamadian Diallo, vous êtes autorisé à ouvrir votre micro. Allez-y. Allô, oui, bonsoir à tous. Alors, c'est Madame Diallo, Autant au pour moi, lieu de madame. Désolé. monsieur. Oui, non, c'est pas grave. Donc, je l'ai mis dans le chat, mais je suis d'origine guinéenne, mais je vis en Belgique. J'ai trouvé cette intervention très, très, très intéressante parce qu'elle met en parallèle un aspect, enfin, deux aspects que je vis au quotidien étant étrangère en Belgique, mais de l'autre côté, elle, elle a été super intéressante pour moi parce qu'actuellement, je fais face à une situation particulière. Donc, je suis membre d'un parti politique guinéen dont le président sera jugé en appel demain. Il a fait 3 mois de prison pour offense au chef de l'État. Donc, parce qu'il a exprimé son opinion par rapport à ce régime de transition, en fait, qui est en Guinée. Du coup, j'aimerais en fait avoir l'avis du professeur parce que c'est vrai que là, on parle de démocratie. Dans le contexte guinéen, là, on est vraiment en crise démocratique parce qu'on est dans un régime de transition, mais qui œuvre à étouffer tout ce qui est voix. Donc, même si la démocratie en tant que pouvoir du peuple, tout comme elle se définit, a des failles ailleurs, ben, en fait, quand elle n'existe pas du tout, je trouve que c'est encore pire. Donc, par rapport à un contexte où là, on va dire, nous sommes en Afrique, donc, enfin, M. Ba, notamment le président du modèle, il est peut-être pas réduit au silence par rapport à sa couleur de peau, mais surtout à son choix politique. Quelle lecture, en fait, vous faites d'une telle situation par rapport à la thématique qu'on aborde aujourd'hui? Juste avant que le professeur peut-être prenne la parole, je vais juste rappeler que, et là je suis totalement d'accord avec vous, juste une lecture que le professeur pourra faire à sa convenance pour Oui, juste la protection et pour des règles de confidentialité que la Fondation prend vis-à-vis de ses conférencières. On ne les engage pas à prendre des positions sur des cas très particuliers, surtout dans des régimes très complexes. Nous sommes solidaires toutefois de toutes les situations qui se produisent dans ces régimes. Et la preuve en est, si vous nous suivez sur les canaux sociaux, vous pourrez bien oui, voir que la Fondation s'est engagée dans le processus de libération pour M. Aliouba, avec qui effectivement. nous sommes bien engagés. Et donc, OK. on va permettre au professeur peut-être de faire une lecture d'un point de vue général, mais sans toutefois indexer ou s'engager dans une conversation qui concerne particulièrement un pays. Et c'est juste pour des raisons de sécurité et de confidentialité que nous nous engageons avec nos intervenants. J'espère que vous me comprendrez, madame. Effectivement. Merci Merci. beaucoup. Ouais. Merci. Oui, alors merci Madame Diallo pour votre intervention, pour votre remarque. Merci également à Monsieur Dely pour nous permettre peut-être de resituer les choses dans un certain, là du coup dans un certain espace. Et je dirais déjà que je ne pense pas connaître suffisamment la situation dont vous parlez pour me permettre de dire, voilà, de dire quoi que ce soit sur une situation qui n'est pas dans mon domaine de compétence. Donc, voilà, tout ce que je peux dire, ça va être ça. Ça va. Là, ce qui m'a intéressé surtout, c'était de voir le rapport aux personnes particulières, mais pas nécessairement, vous voyez, les problèmes, les grands problèmes dont on va parler de corruption, de partis politiques. On en parle, ça on l'entend. Il suffit d'ouvrir l'actualité, d'ouvrir n'importe quel on l'entend. Mais ce qu'on n'entend pas, c'est justement tous les autres, pas les représentants politiques, non, pas ceux-là, mais tous les autres et dans des difficultés qui paraissent être minimes. Voilà ce qui, moi, m'intéressait, c'est ce minima moralia dont parlait Adorno, c'est de parler de ces petites gens et pas nécessairement de partis politiques ou de représentants du pouvoir, où ça demeure une problématique peut-être également une problématique importante qui n'est pas celle dont je veux parler, des ADA, des Rosetta. On n'en parle pas, on n'en parle
pas à la radio, on les ignore. Et quand on n'en parle pas, mais on les voit sans les voir, hein. On les voit sans les voir parce que ce n'est pas digne et que nous sommes habitués, il me semble, hein, à ce que ce soit les médias qui appuient sur là où nous devons réagir, sur ce qui doit nous paraître euh, humain ou non humain, acceptable ou non acceptable. Certains même se permettent de dire ce qui est démocratique de ce qui n'est pas démocratique, tout en ayant des pratiques comme celles dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est de ça dont il était question. Vous voyez dans le film Rosetta, par exemple, des frères Dardenne, ce magnifique film incarné par Emily Dequesne, qui nous a quittés il y a une semaine. Dans ce magnifique film, il a été ensuite, son prénom a donné, comment dire, le nom d'un contrat pour les jeunes. Donc, c'était pour dire que des films comme ça peuvent arriver peut-être, même si on ne va pas dire que c'est grâce à Rosetta que les choses ont changé à Belgique, et ce n'est pas ça la question, mais c'est de dire qu'il y a des petits gens, des petites personnes, des petites gens, ce qu'on appelle des petites gens justement, et qui ne nous intéressent pas parce que ça nous paraît tout à fait ordinaire, banal et quotidien. Donc c'est sur cela que voilà, ma préoccupation porte principalement sur ce cadre-là. Je ne me permettrai pas de déborder de ce que je ne connais pas suffisamment. J'espère que vous me comprendrez. Merci, madame. Je parie que vous avez bien compris, professeur. Nous allons passer la parole à M. Ibrahim Amara Diallo. Il pose sa question. Monsieur Ibrahim, vous êtes autorisé à ouvrir votre micro. Votre micro se trouve près de la caméra, juste là-haut. Monsieur Ibrahim Amara Diallo. Vous nous recevez, monsieur? Je pense qu'on a perdu. Monsieur Ibrahim, malheureusement, nous a perdu. Je donne la parole à Jay. Vous êtes autorisé à ouvrir votre micro. Alors, bonsoir, professeur. Bonsoir, cher modérateur. Excusez-moi pour... Modératrice, allez-y. Excusez-moi, j'ai pensé... donc, merci, la modératrice. Je suis exactement Monsieur Adjé Yao Barnabé. Je suis en Côte d'Ivoire. Précisément, je suis à Abidjan. En fait, je voudrais dire merci au professeur pour l'exposer sur la thématique. En tout cas, cette thématique qui concerne pour moi un aspect de la démocratie, la possibilité des vies sans possibilité de parole, sans possibilité de parole. Moi, ma question est relative à la notion même de la démocratie. Alors, je voudrais savoir, professeur, est-ce que la démocratie elle-même existe réellement? Parce que quand nous lisons les écrits, quand nous lisons, par exemple, des auteurs comme Aristote, nous voyons que deux démocraties se déclinent, la démocratie représentative et la démocratie directe. Et j'ai lu quelque part que, je ne sais pas, à moins que le professeur m'apporte en lumière, que Aristote a recommandé la démocratie directe comme la meilleure des démocraties. Donc, je voudrais savoir, et pourtant, nos démocraties qui sont pratiquées dans nos États sont des démocraties représentatives. Or, la démocratie représentative qui ne reflète pas la volonté manifeste même des peuples, le peuple qui est considéré comme souverain dans cette démocratie. Alors, je voudrais savoir, est-ce que la démocratie elle-même dans sa formulation actuelle, est-ce que la démocratie elle-même existe? C'est ma question. Si vous ne m'avez pas compris, je vais être encore plus explicite.
Pardon, je dois répondre maintenant? Oui, oui, professeur, vous pouvez. Ah d'accord, pardon, je pensais qu'il voulait Oui. justement que M. Adjé comptait expliciter sa question. Alors, vous me demandez est-ce que la démocratie existe? Alors, moi, dans ma conclusion, j'ai terminé en disant que la démocratie, ça n'existe pas, mais pas dans le sens que vous entendez de dire ça n'existe pas. Je ne veux pas dire que ce n'est pas réel, je veux dire que ce n'est pas une réalité. Ce que j'entends par là, donc là, je vais vous renvoyer à Karl Marx en disant ça, c'est que quand on parle de démocratie, de quoi est-ce qu'il s'agit? Donc c'est comme si on a fini par, imaginer une démocratie qui serait autonome, qui serait presque une personne, qui serait au-dessus de la société. Et c'est en ce sens-là que je dis la démocratie n'existe pas, parce que qu'est-ce que c'est que la démocratie si ce n'est des pratiques démocratiques? Raison pour laquelle dans ce travail, à aucun moment, je ne parle ni des grands principes de démocratie parce que, voilà, bon, on va dire qu'elle soit directe, qu'elle soit déjà directe, elle ne peut pas l'être au vu du nombre que nous sommes aujourd'hui par rapport à ce qui existait dans l'Antiquité. Mais vous voyez, si on revenait dans l'Antiquité, la question que j'aurais reformulée si j'avais dû reposer ce problème-là dans un autre espace, c'est pas de savoir quelle est la définition de la démocratie, c'est quelle est la réalité de la démocratie. Et cette démocratie athénienne, dans laquelle qu'on présente, etc., mais dans laquelle pourtant tout le monde n'avait pas la parole. Seuls les citoyens avaient la parole. Et quand on dit citoyens, il y a quand même un grand nombre qui étaient exclus, dont les femmes, par exemple, dont les esclaves également. Donc, c'est cette catégorie-là qui m'intéresse. De dire, est-ce que la démocratie existe? Moi, de dire, la question que vous posez, elle renvoie finalement à l'interpellation de l'Iranien, des Iraniens qui se sont posés. Où est votre, ils ne disent pas où est la démocratie, c'est ce qui m'a intéressé dans cet exemple. Où est votre démocratie? Donc, ce que j'ai voulu montrer à partir de tous les exemples qui ont été donnés, quand vous me demandez, la démocratie, ce n'est rien. La démocratie, c'est nous qui faisons cette démocratie-là. Donc, est-ce qu'elle existe? Je pense que c'est à chacun de nous, à la manière de Henri David Thoreau. Voilà un homme qui peut dire qu'il a fait vivre sa démocratie. Les No Borders, les mouvements des Black No Matter, toutes ces gens-là, même des cinéastes comme les frères Dardenne, comme Mishka Sak. Mais quand vous me demandez est-ce que la démocratie existe, j'aurais presque envie, comme la question qui a été posée par ces grévistes, de dire où est votre démocratie? Autrement dit, qu'est-ce que nous faisons chacun d'entre nous? Chacun d'entre nous. Il n'y a pas deux peuples. Le peuple, enfin, quand je dis il n'y a pas deux, pas dans le nom, non, je veux dire, il n'y a pas le peuple, ça n'existe pas. La démocratie, ça n'existe pas. Ce sont des abstractions qui sont ensuite, Marx dit que ces abstractions-là, elles sont coupées de leur lieu de production. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il me semble que c'est comment est-ce que la démocratie a été faite. La démocratie est née comment? Par des pratiques qui, à un moment, ont posé la nécessité des consensus dans la manière de vivre. Là, je vous renvoie à Durkheim, qui explique qu'il s'agit d'abord des faits comme un fait social, rien d'autre. Selon moi, je peux me tromper, mais je n'ai pas une grande idée comme ça de la démocratie. La démocratie, pour moi, c'est quand je sors de chez moi, qu'est-ce que je fais pour le vivre ensemble? Voilà ce que j'appelle démocratie, rien d'autre. Rien d'autre. Je ne sais pas si je réponds, mais c'est ce que je peux dire. Merci, Monsieur Agri. D'accord. Alors, je vous remercie. Je vois quelques questions qui sont posées dans le chat, donc je vais les lire. Alors, une première question de Monsieur Serge Arnaud Aka, doctorant, je travaille sur le féminisme. Je voudrais savoir si le féminisme est un trophée de la démocratie. Si oui, n'est-il pas aussi un questionnement de ses failles, vu certaines dérives des féministes? Je pense qu'on peut prendre d'autres préoccupations le temps que... ouais, je pense qu'il y a les mains levées. Je vais juste donner la parole à M. Eric Kamabou. Et M. Eric Kamabou, si vous nous recevez, vous êtes autorisé à ouvrir votre micro. Bonsoir, chers tous. Je ne sais pas si vous me captez.
On vous reçoit très bien, monsieur. Allez-y. Je m'excuse, je n'aurai pas la possibilité de partager mon écran puisque je suis dans le noir. Alors, ma question était celle-ci. Et je suis la formation et l'échange depuis la ville de Goma en République démocratique du Congo. Et je suis activiste au sein du mouvement Lucha, Lutte pour le changement RDC. Alors, je voulais juste avoir une petite explication ou comportement à prendre par rapport au caractère que nos décideurs africains ont toujours affiché vis-à-vis de ceux qui expriment leur mécontentement par rapport à cette méthode de gestion et ce leadership-là et défreindre la liberté d'expression. Est-ce que faudra-t-il affirmer que nous avons déjà obtenu la démocratie en globalité? Faut-il aussi nous croupir derrière ces décideurs qui n'ont pas le sens de faire régner la démocratie? Parce que je crois bien la démocratie, c'est cette liberté que les citoyens subalternes peuvent avoir le temps de s'exprimer librement sans pour autant avoir des questionnements d'être effreints ou bien d'être empêchés par qui que ce soit. Merci. Le temps que la professeure D'accord, récapitule. donc je peux Oui, oui, répondre. ok, Enfin, allez-y, professeur. ce sera Allez-y, encore professeur. une, voilà, ce sera encore une fois des non-réponses, je pense, mais je vais tenter peut-être de dire quelque chose parce que, donc je vous remercie hein, tous deux pour les questions, mais dans lesquelles je ne me retrouve pas. Je vais dire la phrase comme elle me vient, dans lesquelles je ne me retrouve pas vraiment. Donc, la question de M. Aka de savoir, je pense, si vous êtes spécialiste du féminisme, je pense que vous devez sans doute en savoir plus que moi sur la question, est-ce que le féminisme est un trophée de la démocratie? Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres trophées de la démocratie? Qu'est-ce qu'on peut appeler des trophées de la démocratie? Réellement, je ne sais pas, parce que là où vous parlez de féminisme, moi, je peux vous dire que ce que je vois, ce que je vis, pas ce que je vois, c'est que toutes les questions qui me sont posées sont des questions, souvent, je trouve surplombantes, qui n'est pas ma démarche, en fait. C'est que ce que je vois, moi, le féminisme ou des victoires du féminisme, moi, je n'en vois pas en réalité. Je ne vois pas aujourd'hui de raison de dire qu'il y aurait eu une victoire par rapport aux droits des femmes ou par rapport, etc. Parce que quand on est une femme, la possibilité même la possibilité de parler, d'être entendue n'est pas une évidence. N'est pas une évidence. J'éviterai ici de parler de quelques exemples personnels, mais féminisme, démocratie, en fait, c'est que toutes ces grandes questions-là, je me dis de quoi est-ce qu'on parle en fait? De quoi, quel est le propos, de quoi. Il n'y a pas de trophée parce que le combat pour les droits des femmes est loin d'être une victoire. Pour moi, c'est votre question. C'est de la même manière que si on me demandait est-ce qu'aux États-Unis, le fait que la ségrégation raciale soit terminée, est-ce que c'est une victoire pour la démocratie? Vous voyez, c'est un peu ce genre de questions quand on sait qu'on a plus de, je ne vais pas dire de chance, plus de possibilités pour revenir aux possibilités de se faire tuer quand on est un noir américain. Donc, tout ce qu'on appelle des trophées de la démocratie, elle est finalement assez pauvre, assez vide si on va vers tous ces grands principes comme étant quelque chose qui a été obtenu. Et puis, je ne pense pas dans un terme de progrès, voilà, de progrès de l'histoire, d'avancée de l'histoire, etc. Mais pour dire qu'il s'agit de pratique. Et là, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être revenir sur les luttes de ces femmes qui se sont battues pour avoir le droit à la parole, le droit de vote, le droit de s'exprimer, le droit de décider de leur corps, le droit de décider de leur vie, le droit de décider de leur travail. Mais à partir de ce moment-là, en parlant de trophées,
il n'y a plus rien à faire. Hein. La question que je me pose, moi, en tant que citoyenne, ce n'est pas est-ce que c'est un trophée. Si c'est un trophée, je dors tranquille. La question que je pose, c'est voilà, toutes ces femmes qui ont fait quelque chose et moi, qu'est-ce que je fais? Voilà, il me semble. Donc, par rapport à votre question, je ne suis pas sûre que ma réponse soit réellement une réponse, mais c'est ce que je peux dire sur votre préoccupation. En ce qui concerne la deuxième préoccupation, je pense que c'est vraiment, je suis, quand vous dites que vous êtes dans le Nord, vous voyez tout ce qui m'a, comment dire, ce que j'ai entendu dans tout ce que vous avez dit, monsieur, c'était que vous étiez dans le noir. Tout le reste m'a paru pour moi secondaire. C'est juste de dire, vous ne pouvez pas nous voir parce que là, actuellement, je suis dans le noir. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai imaginé la douleur ou la souffrance qui peut être la vôtre dans la vie que vous vivez. Et c'est ça qui m'interpelle. Mais à partir de ce moment-là, moi, je ne peux pas parler pour vous de votre souffrance. Et il me semble que l'intérêt d'un mouvement justement comme nos bordeurs, c'est de se dire que personne n'a le droit de parler à la place de qui que ce soit. S'arroger le droit de parler pour quelqu'un d'autre. Là, je vous ramène au très beau texte de Spivak sur les subalternes peuvent-elles parler. Donc, s'arroger le droit de parler à la place de quelqu'un, c'est encore une fois, c'est étouffer et faire perdre sa voix. La réalité que vous vivez, je ne peux même pas l'imaginer, pas une seconde. Donc, j'aurais du mal à dire ce que le gouvernement de votre pays doit faire ou je n'ai pas cette prétention-là. Je ne l'ai pas. Je vous remercie de comprendre. Merci, professeur. Aïssata, si on a encore si la prochaine encore d'énergie, que nous avons encore du temps, parce que c'est toi la directrice du temps, pour prendre peut-être une préoccupation et pour mettre fin. Je vais donner la parole à monsieur Namadji. Si Namadji nous reçoit, autorisé à reprendre son micro. Sarogina Namadji. Je pense que Monsieur Diallo, vous êtes là? Je pense que nous avons perdu Sarogina Namadji. Monsieur Diallo, vous êtes autorisé à ouvrir votre micro. Monsieur Diallo, je pense qu'on l'a perdu également. Si jamais Monsieur Sarojina Namadji avait posé sa question aussi sur le chat, donc peut-être que je peux la lire. Ok, vas-y, Aïssata. Alors, je m'appelle Noubaramadji Sarogina et étudiant en relations internationales tchadien à Yaoundé. Je rédige mon mémoire en relations internationales sur le thème axé sur l'intégration des réfugiés au Tchad. J'aimerais savoir, prof, lors de vos précédentes interventions, vous avez parlé des conditions de vie des réfugiés. Quelle serait d'après vous l'influence des mauvaises conditions de vie des réfugiés sur les relations internationales? Je suis dans un environnement peu stable, donc je ne pourrai pas prendre la parole. Merci surtout pour votre intervention. Alors, je vous remercie, Madame Diallo, d'avoir lu cette question importante, comme toutes les autres, hein, donc, au sujet des réfugiés au Tchad. Donc, si je comprends, la préoccupation, c'est de savoir quel impact auraient leurs conditions de vie, je crois, hein, dans les relations internationales, c'est ça? Oui, j'ai l'impression. Moi, cette question, elle me fait penser, j'ai peut-être une question aussi, elle me fait penser à ce dont vous avez pu parler à Calais, dans le camp de réfugiés, que finalement beaucoup de médias qualifient aussi de jungle. Et moi, ce terme, ça me faisait penser aussi à toute la déshumanisation qu'il y a derrière ce terme et qui justifie finalement de faire taire ces voix
et d'invisibiliser d'autant plus ces personnes qui subissent ces conditions de vie. Donc, je ne sais pas si je paraphrase la question de monsieur, et j'en suis désolée si c'est le cas, mais peut-être que sur un aspect plus général, qu'est-ce que ça en dit finalement de la perception de l'autre, qui a un rôle aussi dans les relations internationales, mais surtout comment je vois l'autre, comment je le considère et comment je le traite, qu'est-ce que ça dit aussi de ma vision du monde? Peut-être que c'est ça ma question. D'accord, d'accord. Donc, dans ce cas, c'est peut-être c'est peut-être recadrer ou repréciser dans ce cas-là. Alors, ce que j'allais dire, c'est que quand on va, encore une fois, vous voyez, on va, donc là, on se pose au niveau des relations internationales. Ce sont des grands espaces. Ce sont de trop grands espaces pour moi qui pense les petits. Moi, je pense la maison, je pense l'habitation, les relations internationales. Mais on va essayer quand même. Donc, au niveau des relations internationales, j'allais dire, est-ce que, vous voyez, la question que je me suis posée quand je faisais ce travail, pardon, cette fois, je fais un détournement avant d'arriver à votre préoccupation, mais qui va la rejoindre, c'est de savoir ce qui était devenu les Iraniens qui s'étaient cousu la bouche, de voir qu'est-ce qui s'est passé pour eux après ça. Est-ce qu'ils ont obtenu, puisqu'ils demandaient, ils demandaient des papiers, ils demandaient le droit de pouvoir vivre et travailler en France, c'était qu'ils aient des papiers, en fait. C'était tout ce qu'ils demandaient. Et ils ont fait donc une grève de la faim, puisque le fait de se coudre la bouche, c'était une grève de la faim qui a duré apparemment plus de 23 jours, au terme desquels il y a eu une discussion avec les autorités politiques qui leur ont demandé donc c'était une négociation que je dirais pas un chantage, mais bon, on va dire une négociation pour être plus neutre, qui leur ont demandé de cesser leur grève de la faim en retour d'examen de leur demande. Donc, ce qu'ils ont fait en disant à ce moment-là que nous décidons de faire confiance à ces politiques en espérant que ce ne sont pas juste des paroles médiatiques une fois de plus. Donc, ils ont cessé, ils ont mis un terme à leur grève de la faim, mais rien ne s'est passé ensuite. En fait, c'est ça, c'est le après. Rien ne s'est passé ensuite. Et est-ce qu'on a entendu encore parler d'eux? Non. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand, au sein même d'un pays, on n'entend même pas parler de ces préoccupations, donc sur un plan de relations internationales, je ne sais pas qui est-ce que ça intéresse d'un point de vue des relations pour aller jusqu'à dire, vous voyez, les préoccupations des relations internationales, ce sont des préoccupations qui sont décidées comme étant des préoccupations importantes. Mais aucun pays ne va poser son problème comme étant une préoccupation dans la mesure où ce qui est opérant, c'est justement l'étouffement de ces voix. Donc, parler de cet étouffement en parlant en même temps, on fait parler de leurs conditions de vie en parlant de l'impact sur les relations internationales. Et malheureusement, je ne pense pas que les pays soient aujourd'hui jugés comme s'il y avait des bons points. En fait, si, parce que ce que disait cet Iranien, c'est que ces pays où ils vont, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, émettaient un avis sur le gouvernement iranien qui était qualifié de non démocratique. Voilà. Mais à partir de ce moment-là, le retour de la question n'est pas posé. Et c'est cette même question encore, quand je parlais d'interpellation et d'indexation, c'est de dire chacun fait quoi. Donc, est-ce que un pays aujourd'hui peut, euh, peut être rejeté par rapport à ce qu'il fait, par rapport aux droits de l'homme? L'actualité politique par respect pour les principes de votre fondation, il y a peut-être des sujets sur lesquels je ne vais pas être trop longue ou que je vais peut-être aborder de manière plus évasive, mais ce que l'actualité nous montre, c'est qu'il y a de l'inhumanité actuellement qui se produit, mais et de l'inhumanité qu'on soutient, qu'on soutient. Ça ne change pas, ça n'enlève rien au fait de dire ce pays-là, on doit
faire une croix sur eux ou non. Donc, encore une fois, c'est la voix des puissants. Ce qu'ils ont décidé comme étant démocratique l'est, ce qui est décidé comme étant non démocratique ne l'est pas, et ce qui ne doit pas arriver, ce qui n'est même pas un problème, n'est encore moins un problème de relations internationales, il me semble. Et le Haut-Tchad, comme partout ailleurs, je crois. Merci, merci monsieur pour votre intervention. Merci. Et surtout, courage peut-être pour les difficultés que vous avez brossées, que vous vivez. Et on ne peut être que de tout cœur avec tous ceux. Je suis très touchée par tous les témoignages qui ont été peut-être auxquels je n'ai pas su apporter de réponse, mais par le à côté, pas par la question directement, mais par les expériences de vie qui sont vécues à travers ces questions qui deviennent donc des préoccupations personnelles que je partage. Merci. Et je pense qu'on a accusé un petit retard. On prend une toute dernière sur la professeure permet et je donne la parole à Issata pour ton mot de conclusion et on pourra clôturer cette séance. Allez-y, monsieur. Est-ce que Madame Anobla Marie nous reçoit? Anobla Marie, vous êtes autorisée à ouvrir votre micro. Vous Ça m'entendez? marche. On vous entend très bien, madame. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous et merci de me donner la parole. J'avais pas forcément une question particulière. Je voulais vraiment, en fait, remercier le professeur pour son intervention. Et puis, je pense que le sujet est tellement proche donc, de notre quotidien et de l'actualité aujourd'hui. Parce que des vies sans possibilité de parole, au final, nous, on a encore cette parole pour pouvoir justement dénoncer toutes ces personnes qu'on ne voit pas, qu'on déshumanise finalement, qui sont dans une réalité qui est tellement difficile et en fait, que ce soit la presse, que ce soit les politiciens qui leur donnent la parole quand ça leur arrange, en fait, comme ça les arrange aussi. Je pensais à un contexte il n'y a pas très longtemps où des jeunes migrants ont été délogés devant un site à Paris avec des bus qui étaient proposés pour les accompagner ailleurs, mais comme ils ne voulaient pas monter dans le bus, donc du coup, le problème de l'habitat se posait. Et en fait, voilà, toutes ces personnes, une fois que les caméras sont parties, on ne sait pas ce qu'elles deviennent. Et donc, voilà, c'est vraiment, voilà, j'ai trouvé que c'était une intervention qui permet vraiment de tous se poser aussi et de réfléchir aussi à nous, notre quotidien, ce qu'on peut apporter devant un tel constat de déshumanisation, en fait, finalement. Donc, voilà. Donc, merci, professeur, de nous faire, de nous avoir permis de se poser, de prendre conscience aussi de ces choses et ces personnes qu'on ne voit pas toujours et qu'on voit derrière nos écrans. Voilà. Merci, merci madame, madame Anobla Marie, je pense. Je vous remercie pour votre belle intervention. Et effectivement, c'était ça tout le propos de ce que j'ai essayé de dire, c'est de voir qu'il y a des choses qui se vivent ici et on dénonce les politiques, on dénonce beaucoup, mais de revenir à nous-mêmes et de revenir à nos pratiques, à notre responsabilité, à notre éthique, également à notre humanité et à notre cœur, surtout. Donc, merci de l'avoir résumé, de l'avoir présenté de cette manière très, très juste et très fine. Je vous remercie pour votre intervention, qui même sert de mot de clôture de ce que je pourrais avoir à dire et je vous en suis reconnaissante. Merci infiniment. Merci.
Je vous remercie grandement. On arrive à la fin de cette conférence, de cette troisième session du cycle de conférences de la Fondation. Alors tout d'abord, je tiens à remercier la professeure Fatima Doumbia pour cette intervention, qui aura su nous éclairer sur beaucoup de choses finalement qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, et qui n'ont pas forcément l'opportunité d'être vues et d'être entendues. Vous avez su donner une voix, donner des noms aussi à des vies qu'on invisibilise beaucoup trop souvent et qui nous permettrait finalement de rendre plus humain le monde dans lequel on vit. Donc je vous remercie pour cette intervention et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger de nouveau avec vous sur ces thématiques-là qui sont particulièrement passionnantes et j'aurai l'occasion de vous lire aussi, bien sûr, puisque cette conférence m'a particulièrement intéressée. Merci beaucoup. Merci Aïssata et à mon tour de remercier la professeure Fatima Doumbia qui n'a pas hésité à intervenir dans ce cycle de conférence. Et merci à toi Aïssata Diallo. Je pense que la professeure pourra peut-être à un moment, à une opportunité qui nous sera offerte à Abidjan, de vous dire de vive voix ces mots à toi. Et moi, je te dis merci, merci pour ta brillante modération. Merci Aïssata, merci professeur et merci à toutes les participantes et à tous les participants qui ont accepté de nous rejoindre ce soir. Le cycle de conférence vous propose tout au long de cette année jusqu'au mois d'octobre un état des lieux où toutes les réflexions autour de l'avancée démocratique et les grands débats qui la structurent. Alors moi je vous dis merci. N'hésitez pas à nous suivre sur les canaux sociaux de la Fondation. La prochaine conférence est prévue pour le 8 avril. Merci professeur Fatima, merci Aïssata Diallo et à très bientôt. Au revoir. Merci infiniment de m'avoir permis de m'exprimer. Merci Madame Diallo pour votre très belle modération. Merci Monsieur Dely de m'avoir donné cet espace de poser ma parole et merci à tous ceux qui ont pris le temps de venir écouter ces quelques ébauches de réflexion. Merci bien. Merci.